Bienvenue dans Avant nous, le podcast qui regarde ce qui était déjà là avant nos choix. Avant de parler de nous, regardons ce qui nous précède. Épisode 3. L'homme invisible. Dans les 2 premiers épisodes, nous avons parlé du travail, des métiers, des tâches et de la manière dont l'intelligence artificielle vient transformer ce que nous faisons au quotidien. Mais aujourd'hui, j'aimerais prendre le sujet autrement. J'aimerais partir d'une sensation. Une sensation que beaucoup de personnes connaissent au travail, même si elles ne la formulent pas toujours. Cette impression de faire beaucoup de choses qui ne se voient pas. Des choses qui prennent du temps. Des choses qui demandent de l'attention. Des choses qui évitent parfois des problèmes, mais qui ne laissent presque aucune trace. En répondant à un message, ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement la réponse, c'est le ton qu'on choisit. C'est le moment où l'on répond. C'est ce qu'on décide de dire et aussi ce qu'on décide de ne pas dire. En participant à une réunion, le vrai travail n'est pas toujours dans la réunion elle-même. Il est parfois dans ce que l'on comprend entre les lignes, dans une tension que l'on sent monter, dans une hésitation, dans un silence, dans le fait de percevoir qu'une décision, même si elle semble claire, ne sera pas si simple à appliquer. En traitant un dossier, mais ce dossier n'est jamais seulement un dossier. Il a une histoire, il implique des personnes, il contient des habitudes, des exceptions, des fragilités, parfois des non-dits. Et tout cela fait partie du travail. Pourtant, tout cela reste souvent invisible. Des outils, des tableaux de bord, des indicateurs. Invisibles parfois même dans la manière dont on parle de son propre métier. C'est peut-être l'une des grandes questions que l'intelligence artificielle rend invisible le travail adaptatif. Parce que l'IA fonctionne très bien avec ce qui est écrit, classé, enregistré, découpé en étapes. Elle peut résumer un document, produire une réponse, organiser une information, comparer des données, faire apparaître des irrégularités. Et tout cela est utile. Mais le risque, c'est de croire que ce que le système voit correspond à tout ce qui compte. Or, dans le travail, ce qui compte vraiment, c'est l'adaptation. Il y a le travail que l'on peut décrire facilement, généralement celui qu'on met dans une fiche de poste, celui qu'on peut découper en missions, en objectifs, en livrables. Et puis il y a le travail réel, celui que l'on fait pour que les choses tiennent. Adapter une règle à une situation particulière. Comprendre qu'une demande n'est pas seulement une demande. Rattraper une erreur avant qu'elle ne devienne un problème. Reformuler une consigne parce qu'elle risque d'être mal comprise. Faire le lien entre 2 personnes qui ne se parlent pas. Sentir qu'un collègue est en difficulté, même s'il ne le dit pas. Ce travail-là n'est pas toujours spectaculaire, il est souvent passé sous silence. Et pourtant, sans lui, beaucoup d'organisations fonctionneraient beaucoup moins bien. T'as remarqué depuis que Julie est absente, t'as vu tous les sujets qu'on reçoit? Oui, c'est fatigant. À se demander si elle suivait tous les process, j'ai aucune trace de certaines actions. C'est ce que la sociologie du travail nous aide à comprendre. Le travail ne se limite jamais à ce qui est prescrit. Le travail prescrit, c'est ce qui est prévu à l'avance. C'est la procédure, la mission, le rôle, le cadre officiel. Mais le travail réel, c'est autre chose. C'est l'écart entre ce qui était prévu et ce qu'il faut effectivement faire pour que cela marche. Et cet écart existe partout. Il existe dans les métiers de service, dans les métiers administratifs, dans le management, dans le soin, dans l'enseignement, dans le conseil, dans les ressources humaines, dans la relation client, le bâtiment. Il existe dès qu'une situation demande autre chose qu'une simple application de règles. Et c'est souvent là que l'homme devient invisible. Pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'une partie de ce qu'il produit ne peut pas toujours être nommée. On voit le résultat, mais pas toujours l'ajustement qui l'a rendu possible. On voit la décision, mais pas toujours les hésitations qui l'ont précédée. On voit le message envoyé, mais pas toujours l'intelligence relationnelle qu'il a fallu mobiliser. On ne voit pas le travail qui a évité le problème, car des personnes ont tout fait pour qu'il ne se produise pas. C'est une forme très particulière d'invisibilité. Le travail le plus précieux est parfois celui qui empêche quelque chose de mal se passer. Mais comment mesurer un problème qui n'a pas eu lieu ?
Comment reconnaître une tension qui a été désamorcée avant d'exploser? Comment valoriser une erreur évitée, une relation préservée, une situation comprise à temps? C'est difficile. Et c'est précisément pour cela que cette part du travail risque d'être sous-estimée. Les champions, bravo pour la signature de ce super contrat. Vous êtes des stars. Au fait, il est où Julien? Je crois qu'il démêle un contentieux. À ce Julien, il devrait lâcher un peu de lest et savourer cette victoire collective. Je crois que sans lui, on n'aurait pas signé ce contrat. Alors que l'intelligence artificielle met en lumière les volumes, les délais, les taux de réponse, les niveaux de conformité, les écarts, les performances. Mais elle peut aussi renforcer une illusion, l'idée que ce qui est mesurable serait l'unique valeur. Or, on sait bien, dans l'expérience quotidienne du travail, que ce n'est pas si simple. Un travail peut être rapide et pourtant maladroit. Il peut être conforme et pourtant inadapté. Il peut être efficace sur le papier et pourtant produire de la défiance, de la fatigue ou de l'incompréhension. À l'inverse, un bon travail peut parfois demander du temps. Il peut demander de ralentir, de vérifier, de discuter, de comprendre pourquoi une situation ne rentre pas dans la case prévue. Et c'est là que l'on peut se poser une question très simple. Dans mon propre travail, qu'est-ce qui compte vraiment, mais ne se voit presque jamais? Est-ce le temps passé à clarifier les choses pour les autres? Est-ce le fait d'anticiper les problèmes? Est-ce la connaissance fine d'un contexte? Est-ce cette capacité à sentir qu'une situation demande de la prudence? Est-ce cette manière de traduire entre plusieurs personnes, plusieurs services, plusieurs logiques? En mettant autour d'une table des collaborateurs de 2 services. Sur le papier, chacun a son rôle. Les processus sont écrits, les étapes sont nommées, les outils existent. Et pourtant, la collaboration dysfonctionne. Pourquoi? Souvent, parce qu'entre le processus écrit et le travail réel, il y a tout un monde. Il y a des habitudes qui n'ont jamais été formalisées. Il y a des informations qui circulent mal. Il y a des responsabilités implicites. Il y a des ajustements permanents que chacun fait de son côté, sans toujours les nommer. Et dans ce genre de situation, chacun sait ce qu'il fait, mais chacun peine parfois à l'expliquer. Par exemple, vous avez répondu à un mail, mais en réalité, vous avez évité un malentendu. Vous avez repris le dossier, mais en réalité, vous avez reconstitué une histoire que personne n'avait vraiment formalisée. Vous avez fait le lien, mais en réalité, vous avez permis à une organisation d'avancer. Parce que de manière collective, les personnes qui travaillent minimisent trop souvent l'invisible, qui est une compétence réelle, mais justement, comme elle est imperceptible, aléatoire et propre à chacun, elle n'est pas formalisée et parfois même informalisable. Prenons une autre situation courante. Quelqu'un arrive dans un nouveau poste. Il a suivi toutes les formations d'intégration. Il a lu les procédures. Il a repris quelques dossiers. Sur le papier, tout semble clair. Et pourtant, au bout de quelques jours, il se dit « Je ne comprends pas vraiment comment ça fonctionne ici. » Pas parce que les procédures sont absentes, elles existent, mais parce qu'elles ne disent pas tout. Elles ne disent pas toujours qui appeler quand une situation bloque. Elles ne disent pas toujours quelle règle peut être adaptée et quelle règle ne doit surtout pas l'être. Elles ne disent pas toujours comment les choses se passent réellement entre les services. Ce que cette personne découvre, c'est l'écart entre le travail formel et le travail vivant. Cette fameuse fiche de poste confrontée au réel. Et cet écart, aucun outil ne peut le comprendre entièrement à sa place. Parce que dans beaucoup de métiers, le travail humain est précisément là. Cela dit quelque chose de notre rapport au travail invisible. Comme si ce qui ne produit pas immédiatement un objet, un chiffre ou une décision n'était pas vraiment du travail. Tu as relu ta fiche de poste suite à ton arrivée? Oui, et franchement, il y a une sacrée différence entre l'écrit et le vécu. Ah, eh oui.
Ici, les process ne traduisent pas le vécu. J'ai des demandes permanentes et non possessées. Je passe mon temps à éteindre les feux. Pourtant, dans beaucoup de métiers, le travail humain est précisément là. Il est dans l'interprétation, l'attention et la capacité à comprendre ce qui n'a pas encore été clairement formulé. Plus les outils automatisent certaines tâches visibles, plus cette part-là va devenir centrale. L'enjeu ne sera pas seulement de savoir utiliser l'IA. Bien sûr, il faut apprendre à s'en servir. Il faut comprendre ses possibilités, ses limites, ses biais, ses usages. Mais il faut surtout apprendre à regarder ce qu'elle ne voit pas, ce qu'elle ne sait pas capter, contextualiser, ressentir, assumer. L'IA peut produire une réponse, mais elle ne porte pas la responsabilité de ce que cette réponse va provoquer dans une relation. Elle peut proposer une synthèse, mais elle ne sait pas toujours ce qui, dans un détail apparemment secondaire, change complètement le sens d'une situation. Elle peut suivre une procédure, mais elle ne sait pas toujours quand la procédure devient insuffisante. Ici, le travail humain est renforcé. Il se déplace. Il devient peut-être moins visible dans certains gestes, mais plus important dans d'autres. Il ne s'agit plus seulement de faire, il s'agit de comprendre ce que l'on fait faire à un système, de vérifier ce qu'il produit, de replacer ses réponses dans une situation réelle. Et surtout, il s'agit de rester attentif à ce qui échappe à l'IA, parce qu'un système, aussi performant soit-il, ne voit jamais tout. Il voit ce qui a été rendu visible pour lui. Le travail humain se situe dans l'écart entre la catégorie et la situation réelle, entre la règle et le cas particulier, entre ce qui est dit et ce qui est compris, entre ce qui est mesuré et ce qui est vécu. L'invisible est à cet endroit dans le travail contemporain. Ce n'est pas des personnes remplacées, encore moins effacées. Ce sont des personnes qui, dans une partie de la contribution, risquent de devenir moins lisibles au moment même où elles deviennent absolument nécessaires. Cela pose une question collective. Comment reconnaître ce travail invisible ? Comment former à des compétences qui ne se réduisent pas à l'usage d'un outil ? Comment valoriser l'attention, le jugement, la prudence, la compréhension d'un contexte ? Ces questions ne concernent pas seulement les dirigeants, les experts ou les concepteurs de technologie. Elles concernent chacun d'entre nous dans son rapport quotidien au travail. Parce que nous avons tous, à un moment ou un autre, une part invisible dans ce que nous faisons. Une part que personne ne remarque quand tout va bien. Une part qui n'apparaît que lorsqu'elle manque. C'est cela qu'il faut apprendre à nommer. Non pas pour opposer l'humain à la machine, mais pour comprendre que l'avenir du travail ne se joue pas seulement dans ce qui sera automatisé. Il se joue aussi dans ce que nous déciderons de reconnaître comme du vrai travail. Car si l'intelligence artificielle nous oblige à aller plus vite, elle nous oblige surtout à produire autrement et à regarder de plus près le travail adaptatif, souvent invisibilisé. À nommer ce qui est fait sous les radars, à écouter ce que les indicateurs ne disent pas, à reconnaître ce qui rend les organisations vivantes, fragiles, humaines. En passant de la question « Qu'est-ce que l'IA va faire à ma place ?», à la question « Qu'est-ce que je fais d'adaptatif que l'IA ne voit pas ?» En répondant à cette question, on commence alors à mieux comprendre la valeur de notre propre travail. La semaine prochaine, nous allons tenter de comprendre si l'IA est vraiment experte. Avant nous, le podcast qui regarde ce qui était déjà là avant nos choix. Avant de parler de nous, regardons ce qui nous précède.